Jeudi 24 octobre 2013, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Tout de suite à les titres. Exploitation minière au Niger, les autorités voudraient réviser le contrat avec Areva. Les risques de la fermeture de la Somaïr plane, nous rapporte le journal L'Enquêteur. Précision dans ce journal. La campagne d'identification des abonnés de téléphonie mobile, les abonnés qui ne se sont pas fait identifier ont encore la journée de demain pour le faire. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Je le disais en titre, les abonnés des compagnies de téléphonie mobile du Niger, estimés à plus d'1,5 million qui ne se sont pas fait identifier selon l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste lors d'un point de presse ce matin. Ils ont jusqu'à demain 25 octobre à 0h pour se faire identifier. Sinon, leurs lignes seront complètement suspendues. N'est-ce pas, Ibrahim Tikiri? C'est en présence des représentants des opérateurs de téléphonie mobile que l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste a animé ce point de presse. Et cela à la veille de l'ultimatum lancé aux détenteurs des opérateurs mobiles de se faire identifier. Yaye Haruna de la RTP a d'abord situé les faits. Dans le décret, il est donné 6 mois à tous les utilisateurs pour se faire identifier. Nous avions fait un premier point de l'application du décret et nous avions dit au public qu'un certain nombre de détenteurs de téléphone, 3 mois ont été donnés pour qu'ils s'identifient, sinon ils se retrouveraient en réception d'appel. À l'époque, vous appelez, nous avions dit que ces abonnés, s'ils ne s'identifient pas dans le mois qui suit, ils verront leur ligne provisoirement suspendue. Nous sommes à cette étape, c'est pourquoi nous avons bien voulu entretenir le public de cette situation. Près de 4 millions ont été régulièrement identifiés, soit un taux de 74,14% en progression selon l'ARTP. Avant la date du 25 octobre 2013, près de 1 500 000 abonnés sont sous la menace de ne pas recevoir ni émettre d'appel et de faire des SMS. Sur les 5 971 963 abonnés censés téléphoner, c'est-à-dire censés recevoir ou émettre des appels, il y a 4 427 810 abonnés qui sont régulièrement identifiés d'après les informations que l'autorité a eues des opérateurs que vous avez à nos côtés. Ce qui fait un taux de 74,14%. Je pense que au dernier point, nous étions à 58, environ 59%. Donc il y a eu une nette progression à ce niveau-là. Donc les abonnés commencent à comprendre l'enjeu de l'identification. En tout cas, il y en a beaucoup qui se sont fait identifier régulièrement d'après les chiffres que nous avons reçus des opérateurs. Il reste donc, d'après ce calcul-là, 1 544 153 abonnés qui sont normalement mis en réception d'appel. C'est 1 544 153 abonnés. Normalement, ils ne peuvent pas émettre des appels conformément au décret. Ça fait déjà 2 mois, ils sont pratiquement dans cette situation-là. Donc, la phase qui va suivre à partir du 25 octobre consistera à suspendre ces 1 544 153 abonnés. Ils ne pouvaient plus émettre. Avant, ils recevaient des SMS, des messages, je veux dire, ou bien ils peuvent recevoir des appels. Mais à partir du 25 à minuit, le 27 octobre à minuit, il est demandé aux opérateurs de procéder à leur suspension conformément au décret. Tous ceux qui se verront suspendre leur ligne à la date du 25 octobre 2013 auront encore une chance pour se faire identifier un mois après. La campagne d'identification des abonnés est une initiative des autorités nigériennes pour des questions de sécurité. D'une campagne à une autre, la campagne agricole 2013 après les labours, l'heure est à présent aux récoltes.
une période de cohabitation difficile entre agriculteurs et éleveurs, une période donc de conflit entre ces deux communautés condamnées pourtant à vivre ensemble. Pour éviter ce conflit, le secrétariat permanent du Code rural a d'ores et déjà pris des dispositions, comme nous le précise ici son secrétaire permanent. Nous avons eu l'occasion justement avec le secrétariat général du gouvernement de sensibiliser autant qu'on peut les autorités qui sont chargées de régler ces problèmes-là. Donc en marge de la cure salée, le secrétariat général du gouvernement nous a donné l'occasion de faire des exposés et de sensibiliser davantage les autorités coutumières, les commandants de brigade, les commandants de peloton et les juges qui sont dans ces zones-là. Donc deux blocs ont été constitués, une première partie, c'est justement juste avant le lancement de la cure salée à Tawa, où toutes ces autorités, les régions de Tawa, Dosso, Tillabéri et Niamey, se sont retrouvées à Tawa pour entendre ce message-là. Et nous avons rappelé ce que les textes ont dit, rappelé le contenu de l'ordonnance relative au pastoralisme, rappelé aussi qu'il y a un posteur que nous avons essayé de mettre en place, et celui-là pour permettre de comprendre en langage accessible à tous ce que contiennent ces ordonnances-là. Dans quel cas on peut, dans tous les cas, par exemple dans cette zone, dans tous les cas, il y a réparation. Dans les champs, à quelle période on peut prétendre à des réparations de dégâts et à quelle période on ne peut pas prétendre à ça, et comment évaluer, parce que un des plus gros problèmes c'est l'évaluation. Au lieu de faire appel au comité paritaire qui va aller évaluer les dégâts et permettre de savoir si le préjudice qui a été subi et le réparer, quelquefois c'est de manière un peu abusive que c'est fixé. Donc il faut savoir qu'on doit tenir un certain équilibre. Autant on a le devoir de protéger les éleveurs, autant on a le devoir de protéger les agriculteurs, chacun par rapport à son activité. Et donc c'est l'occasion que nous avons eue, une première fois donc à Tawa et une autre fois à Maradi pour regrouper Agadez, Zender, Difa, Maradi, à Maradi afin de faire passer ce message-là. Tout ça pour prendre les dispositions non seulement de prévenir, mais aussi en cas de dégâts, comment faire pour pouvoir permettre aux gens de rétablir celui qui a subi un préjudice dans ses droits et permettre aux deux acteurs de vaquer à leurs occupations, parce que chacun d'entre eux maintenant est dépassé par le travail. Les agriculteurs sont là à se débattre pour pouvoir récolter et engranger ce qu'ils ont pu récolter. Les éleveurs sont là à vouloir contenir leurs animaux qui, par le fait du tarissement des mares, ont tendance à aller en direction des zones qui sont plus propices, et chacun donc est débordé par le travail. La 6e conférence des grandes chancelleries de l'espace francophone de l'Afrique subsaharienne a clos ses travaux hier au palais de congrès de Niamey. Et c'est à la salle de musée donc, de l'hôtel Gawé que s'est tenue la conférence de presse de la grande chancellerie de Côte d'Ivoire ce matin. Nous la suivons. En ce qui concerne la gouvernance au Niger, je pense que les femmes nigériennes doivent être heureuses, parce que ce que nous avons entendu dire par le président et le Premier ministre nous réconforte. Il semble qu'il y ait beaucoup de lois, de textes, de choses prévues pour que la femme émerge au Niger. Et donc, vraiment, vous avez de la chance. Nous aussi, on a cette chance, puisque je vous ai dit ce que nous avons fait et ce que nous continuons de faire. Mais votre question concernant les institutions internationales qui peuvent faire en sorte de se mettre en avant et de rendre les femmes timides, vous ne connaissez pas les femmes. Vous ne connaissez pas la détermination des femmes. Dès l'instant où elles sont convaincues qu'elles peuvent aller de l'avant, que ce qui leur manque, on peut leur donner, je vous assure que rien non plus ne peut les arrêter. Et elles feront, un peu comme vous avez fait tout à l'heure, elles prendront le devant, elles seront là, elles seront les premières à réagir pour que les choses aillent bien. Donc, rassurez-vous, nous n'allons pas reculer, nous allons agir, pourvu qu'on nous aide à l'autonomisation, pourvu qu'on nous aide à prendre conscience, pourvu qu'on nous aide à faire ressortir nos habitudes ancestrales. Comme je vous le disais, les femmes
dans le passé, n'ont jamais reculé lorsqu'il fallait défendre un pays ou défendre une cause. Donc rassurez-vous, nous n'allons pas reculer et nous allons faire en sorte d'avancer. C'était donc à l'instant la grande chancelière ivoirienne Henrietta Diabaté ce matin au palais au Grand Hôtel, où elle a animé une conférence de presse qui s'est intéressée lors de cette rencontre avec la presse à la gouvernance notamment de la femme nigérienne. La convention minière entre l'État du Niger et le géant nucléaire français Areva sera révisée bientôt. Le Premier ministre Brigitte Raffini l'avait dit lors de sa dernière conférence de presse que la relecture du contrat interviendra incessamment. Déjà, l'on parle des risques de fermeture de la production de la Somaïr. Une information relayée par le journal L'Enquêteur. Michel Djedji s'est intéressé à cette question. C'est une information qui a fait la une du quotidien nigérien d'information L'Enquêteur dans sa parution du vendredi 18 octobre 2013. Depuis lors, elle ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le chargé des négociations et de gestion des conflits du Centramine explique. Tout comme vous, nous l'avons lu dans un journal. De quoi il s'agit? Il était initialement prévu au titre de l'année 2013, une production de 3010 tonnes à Somaïr. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un attentat là-bas qui a gravement endommagé l'usine. Donc cela, cet attentat, donc a amené les différents acteurs, c'est-à-dire les actionnaires et les sociétés, la société à réduire, à réviser le niveau de cette production à la baisse. Donc au lieu de 3010 tonnes initialement prévues, elle a été révisée et amenée à 2720 tonnes. Une situation qui fait poser des interrogations. À partir du 28 octobre, le 28 de ce mois, les 2220 tonnes seront réalisées. Et du fait que la production de l'année serait atteinte le 28, eh bien, ils se trouveront dans l'obligation, selon eux, d'arrêter l'usine temporairement. Parce que la production 2013 étant atteinte. Entre parenthèses, il faut retenir que l'État du Niger dit non. Moi, je vais chercher à vendre ces 500 tonnes-là. Donc, du coup, l'État dit à Areva, vous n'arrêtez pas l'usine de Somaïl le 28, pour quelque raison que ce soit. Nous allons chercher à les placer et vous allez travailler jusqu'au 31, voire 1er novembre. Si d'ici là, je n'ai pas un preneur, je n'ai pas un acheteur, eh bien, je vous autoriserai, s'il le faut, à sortir ces 500 tonnes et les vendre ou de droit. Voilà la situation, il n'était pas question de fermer Somaïr. Tout est donc clair et selon le syndicat des travailleurs des mines du Niger, les négociations vont actuellement bon train avec toutes les parties prenantes. Des grands sont en train de se battre. Quand je dis des grands, c'est l'État du Niger, c'est Areva, c'est Sopamine. Chacun veut tirer l'épingle du jeu. Mais nous, à Centramine, nous restons sereins. Nous disons que, Inch'Allah, l'acquis des travailleurs des mines ne seront pas touchés. Affaire donc à suivre, car pour l'heure, il n'y a que les tons qui montent du côté des puissants. La danse des loups, dira l'enquêteur. La région du fleuve Tillabéri a célébré le 24 octobre dernier la journée internationale de la fille, couplée avec la campagne Parce que je suis une fille. Donc le thème est être adolescente en situation d'urgence, une double peine.
Le camp des réfugiés maliens de Tabaré-Baré a servi de cadre à cette importante cérémonie rehaussée par la présence du gouverneur de la région de Tillabéri. C'était en présence de nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Cheb Guisso. Situé dans le département d'Aïrou, sur la route d'Inates, le camp de réfugiés maliens de Tabaré-Baré, peuplé de près de 9000 âmes, parmi lesquelles plus de 5000 de sexe féminin, a connu une ambiance festive avec la célébration de la journée internationale de la jeune fille, couplée avec la campagne « Parce que je suis une fille » de l'ONG Plan International. Le choix de ce lieu pour cette importante cérémonie se justifie d'ailleurs par le thème de la campagne BIAEJ de 2013 qui est « Être adolescente en situation d'urgence, une double peine ». Peine que vit cette population déplacée malgré elle et qui, selon le préfet d'Aïrou, Haruna Medebo, a permis aussi bien aux autochtones qu'aux réfugiés de prendre conscience de l'importance de la paix et de la sécurité. Prenant la parole à cette occasion, le gouverneur de la région, lui, a loué toutes les actions menées par Plan Niger pour l'épanouissement des populations de Tillabéri et particulièrement des jeunes filles. Nous sommes venus ici rehausser de notre présence cette grande manifestation qui cadre parfaitement avec les objectifs assignés à l'éducation au Niger. Plan Niger est un partenaire privilégié de la région de Tillabéri. Plan intervient dans plusieurs secteurs. Le secteur principal, c'est l'éducation. Évidemment, les crises alimentaires, les catastrophes que le Niger vit de temps en temps sont prises en charge par Plan Niger qui intervient à travers des distributions gratuites ciblées au niveau des ménages vulnérables de la zone d'intervention de Plan Niger. Plan Niger intervient également dans le domaine de la scolarité en fournissant des kits scolaires important au niveau de plusieurs écoles de la région de Tillabéri. Plan intervient également sur ce site pour accompagner le système éducatif. Quant au premier responsable de Plan Niger à Tillabéri, il s'est appesanti sur les projets et programmes dans lesquels intervient son ONG depuis 2004 au niveau de la région avant d'éclairer l'assistance sur la journée consacrée à la fille ainsi que la philosophie de Plan relative à la campagne « Parce que je suis une fille ». Innover pour l'éducation des filles. Ce thème cadre parfaitement avec la stratégie de plan en matière de scolarisation, notamment des filles. En effet, Plan travaille pour la promotion du droit des enfants à une éducation de qualité sur les 3 axes définis par l'État dans son programme de développement de l'éducation, à savoir l'accès, la qualité et le développement institutionnel. D'ailleurs, notre plan stratégique a mis un accent particulier sur la scolarisation des filles et la prise en compte des enfants en situation d'urgence dans le programme éducation. C'est le cas sur le camp des réfugiés. Il est admis que les catastrophes et les crises touchent toutes les couches de la population, mais elles affectent différemment les hommes, les femmes, les enfants, filles et garçons. Pour encourager les jeunes scolaires de ce camp à cultiver davantage l'excellence, les meilleurs élèves de la 6e année, l'équivalent du CM2 au Niger, ont reçu des mains des autorités des cadeaux offerts gracieusement par Plan Niger. Ainsi, cette organisation non gouvernementale marque encore une fois sa grande solidarité et son engagement ferme en faveur de la petite fille, contribuant ainsi à la promotion de la femme. Bientôt des cahiers de charges pour les médias nigériens. Le Conseil supérieur de la communication CSC en session présentement va se pencher sur cette question qui a suscité déjà des réactions dans le milieu. Reportage sur les Moumouni Barma. Actuellement, notre paysage médiatique est assez libéralisé, mais il manque toujours certains maillons de la chaîne. Et parmi les maillons manquants figurent justement les cahiers de charges. Combler un vide juridique dans le fonctionnement des médias privés au Niger, c'est l'objectif que vise le Conseil supérieur de la communication lors de l'annonce d'une éventuelle adoption du cahier des charges des services de radiodiffusion sonore privée. Un des points inscrits à l'ordre du jour de la session en cours de l'autorité régulateur de la presse. Le cahier de charges permet aux médias d'être en face de ses responsabilités, puisque le cahier de charges définit
les obligations qui incombent à tout média ayant obtenu une autorisation d'exploiter une fréquence. Pour les organisations socio-professionnelles des médias, étant des entreprises au service du public, les médias nigériens disposent déjà d'un cahier de charges. Un organe de presse est un service de utilité publique. Et cahier de charges ou pas, je me dis quand même que chaque organe de presse connaît lui-même son cahier de charges. Il connaît son rôle. Je suppose qu'un cahier de charges, c'est le rôle d'un organe de la presse. Le CSCC a le droit de le faire, on ne l'empêchera pas. On regardera, on surveillera, on attend de voir ce qu'ils vont décider. L'idéal est que chaque fois qu'il y a une décision à prendre qui concerne une corporation, un individu, je suppose qu'il doit être associé. Et même au Parlement, je constate que quand il y a une loi qui est prise, le plus souvent les intéressés sont appelés pour qu'on recueille leur avis. Je suppose que c'est la moindre des choses. Je ne sais pas, pour le moment le CSC l'a annoncé. Je ne sais pas si la décision est encore prise, s'il va associer les organisations professionnelles ou bien les organes de presse pour recueillir leur avis. L'idéal est qu'il faut associer les structures concernées quand il y a une décision à prendre qui les concerne. En attendant de connaître le contenu de ce tout nouveau document, la presse privée se fait des inquiétudes. Chaque fois que l'autorité s'apprête à prendre une décision, surtout quand elle l'annonce, on a toujours une inquiétude légitime. Parce que le plus souvent, ce n'est pas toujours dans le bon sens qu'une décision est prise. C'est tout à fait normal, on s'inquiète. Chaque fois qu'il y a une telle annonce, le plus souvent, la première action, c'est l'inquiétude. On s'inquiète, qu'est-ce que l'autorité va prendre comme décision? Et ça ne va pas à l'encontre des intérêts des concernés. On est tout légitimement inquiet. Quoi qu'il en soit, autorités de régulation, promoteurs de la presse privée et organisations socio-professionnelles des médias doivent se retrouver sur une même table afin de déterminer l'essentiel de ce qui pourrait faire de la presse une véritable entreprise au service du peuple nigérien. Point final de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie du programme de la radio-télévision Labari. Le programme continue. Excellente nuit à toutes et à tous.